Bien, bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, ce flux vidéo, il aura pour but de vous présenter rapidement le chapitre d'histoire que nous allons entamer avant les pseudo-vacances de Pâques. Donc, cette semaine et la semaine prochaine seront consacrées pour les terminales L et ES à un téléenseignement d'histoire. En géographie, nous avons traité l'Afrique dans le chapitre qui est censé permettre une comparaison entre l'émergence de l'Afrique et les problèmes de développement qu'elle rencontre et puis l'expansion asiatique. Nous avons uniquement considéré jusqu'ici l'Afrique. Nous ferons l'Asie au retour en classe au mois de mai, il faut l'espérer. Bonjour Lorena. Bien sûr que si le confinement devait durer, on aviserait en mai, on verrait si on fait que de l'histoire ou que de la géo, une semaine sur deux, comment c'est possible d'avancer un petit peu. Mais disons que l'idée, ce serait de terminer le chapitre de géographie début mai, et en attendant de commencer donc un chapitre d'histoire, parce que c'est un chapitre un peu long, un peu complexe, et dans lequel il y a deux questions, je pense qu'on peut faire d'ici au 18 avril. Bonjour Mehdi, bonjour Clara Rosina Fernandez, j'ai oublié le prénom. Non, c'est le prénom, Clara. Voilà, donc, qu'est-ce que je devais dire? Voilà, nous sommes avec ce chapitre d'histoire sur les échelles de gouvernement, confronté à deux sujets, en fait. Premièrement, une présentation globale de ce dont nous allons parler, quelle est l'ambition de ce chapitre. C'est un peu de la science politique, on va faire ça aujourd'hui assez rapidement. Et puis deuxièmement, j'aimerais profiter de ce chapitre pour prendre un exemple de leader. Vous allez voir que dans la gouvernance, il y a le problème du leadership, c'est-à-dire la présence d'un dirigeant pour être légitime aux yeux de l'opinion publique, être suivi par la population, être obéi par son administration, assez visionnaire aussi pour savoir où il va. Alors, le leadership, c'est une notion intéressante, mais c'est plus simple de l'illustrer si on veut comprendre de quoi il s'agit. Surtout en ce moment, on est en pleine crise du leadership dans les démocraties occidentales, c'est-à-dire que nos dirigeants manquent un peu de crédibilité. Nous avons de bons exemples dans le passé. Nixon, par exemple, c'était le credibility gap, c'est-à-dire qu'il y avait une fracture de défiance entre lui et la population. Et d'ailleurs, il a été destitué en gros pour cette raison. Mais à l'inverse, trouver aujourd'hui des exemples de leaders mondiaux charismatiques, suivis par leur population, écoutés dans le monde et ayant une vraie vision, c'est pas toujours évident. Alors, on va faire un petit développement consacré à des présidents des États-Unis qui ont eu du leadership. Et donc, dans la première partie du chapitre, la première partie du chapitre sur les échelles de gouvernement, je voudrais faire une introduction et ensuite un exemple sur les présidents américains qui ont sorti le pays de l'isolationnisme. Donc je vous l'avais annoncé, je pense, dans la première capsule vidéo qu'on a diffusée. L'idée, c'est comme ça d'introduire un exemple concret et puis de vous permettre de traiter un sujet de baccalauréat qui commencerait pas en 45 mais en 1917 par exemple. Ce qui est possible en terminale L et ES. Alors, vous avez vu que les épreuves écrites du baccalauréat sont a priori annulées, mais ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas de bac à passer. En gros, ça veut dire que on va sans doute recevoir des injonctions pour vous faire passer des exercices et des devoirs au mois de juin qui ressembleront fortement à ce que vous auriez eu à faire habituellement dans le cadre de l'examen. La différence, c'est que vous serez un peu plus préparé, un peu mieux informé du sujet et corrigé par vos propres enseignants. Mais donc, ça veut dire que sans doute ce sera facilitateur pour vous, mais on ne renonce pas aux ambitions intellectuelles. Alors, je viens à mon propos. Donc la question que nous allons aborder avant les vacances, les échelles de gouvernement en France et dans le monde depuis 1945. Il faut comprendre de quoi il s'agit. Alors échelle de gouvernement, ça veut dire qu'on va parler de dimensions et de niveaux différents. En gros, l'idée, c'est de regarder comment on peut gouverner un État. Et donc l'exemple d'État qui va nous intéresser, c'est évidemment, parce que ça paraît plus facile, la France. Donc comment la France a été gouvernée depuis 1945
Alors évidemment qu'il y a un petit peu de factuel, on sait très bien de connaître le nom des présidents de la République, des chefs de gouvernement, mais ce qui nous intéresse surtout, c'est de savoir si la France est administrée de la même manière sur toute la période. Et vous savez que normalement, il y a eu des lois de décentralisation, la Constitution a changé puis a été révisée plusieurs fois. On est censé avoir modernisé la manière dont la France est gouvernée, et donc on est censé pouvoir expliquer, disons, cette évolution et pourquoi donc le gouvernement de la France a changé. Ensuite, on va regarder le gouvernement de l'Europe, qui est une structure donc transnationale assez originale. Et évidemment que dans l'actualité récente, on le voit, l'Union européenne est souvent critiquée pour sa prétendue inefficacité, mais l'Union européenne n'est pas une entité indépendante des États. En gros, c'est une structure qui fait ce que les États membres lui demandent de faire, et ça n'est pas une entité supranationale comme on la présente souvent. On verra en histoire que dès l'origine, il y a eu deux plans, deux conceptions différentes de l'Europe. Une conception qui voulait faire une Europe de coopération, et qui était notamment celle de Churchill, qui a débouché sur la fusée Ariane, l'Agence spatiale européenne, ou bien le Conseil de l'Europe à Strasbourg, et qui n'est pas l'Union européenne. Et puis vous avez une autre conception qui était, alors pour le coup, supranationale de la communauté économique européenne de 57, de l'Europe des 6. Et cette Europe-là, plus fédérale, on va dire, elle a connu une histoire assez mouvementée jusqu'à aboutir à l'Union européenne actuellement en place, mais elle n'a jamais été supranationale. C'est-à-dire que les États membres n'ont pas transféré toutes leurs compétences et toute leur souveraineté à l'Europe, même dans les domaines où il y a des politiques européennes communes. Et globalement, même l'Union européenne est le fruit, on va dire, d'une espèce d'union un peu monstrueuse entre des gens qui auraient voulu faire un super État européen sur le modèle des États-Unis, très intégré, et puis des gens qui voulaient se contenter de créer une entité de coopération. Alors c'est assez difficile pour vous de faire la différence entre ces deux conceptions de l'Europe, et notamment même de vous rendre compte qu'il y a deux Europes institutionnelles. C'est-à-dire que si vous allez à Strasbourg, on l'a fait avec certains d'entre vous, souvenez-vous, on a fait la promenade en bateau, eh bien, vous avez le Parlement européen, qui est un Parlement élu, qui est le Parlement de l'Union européenne, mais juste en face, il y a le Conseil de l'Europe. Le Conseil de l'Europe, c'est une sorte de parlement aussi de l'Europe, mais pas avec des députés élus par les gens, par vous ou moi, mais par des députés élus par d'autres députés. Or, ce n'est pas les mêmes pays qui sont dans les deux institutions. La Turquie, par exemple, est dans le Conseil de l'Europe depuis très longtemps, alors qu'elle n'est toujours pas dans l'Union européenne. Et pourtant, ça fait comme une belle lurette qu'elle siège au Conseil de l'Europe, elle est considérée comme européenne, mais pas membre de l'Union européenne. Et par ailleurs, bon voilà, ces deux Europes, elles ont le même symbole, c'est-à-dire le même drapeau bleu avec 12 étoiles jaunes, et elles ont la même implantation géographique, puisque les deux parlements sont à Strasbourg, assez proches l'un de l'autre. Et puis, vu de l'extérieur, elles auraient vocation peut-être un jour à fusionner ou à ne faire plus qu'une. Bon, donc vous avez la gouvernance au niveau national qui sera une excuse ou un prétexte pour réviser l'histoire de la France contemporaine, la gouvernance de l'Europe qui est un prétexte pour travailler sur l'intégration du continent européen et voir peut-être ses limites, éventuellement sa possible remise en cause. Alors le contexte de mondialisation est très incitatif et oblige quasiment les Européens à s'associer pour exister encore dans le monde comme puissance, mais les limites et les échecs de l'Union européenne font douter de la pertinence de cette solution, et il y a des États qui, un petit peu comme la Grande-Bretagne, se disent que s'ils faisaient bande à part et retrouvaient complètement leur souveraineté, ils ne s'en sortiraient pas plus mal. Alors là, c'est très politique, vous avez sans doute un avis sur la question, moi aussi, et c'est pas très intéressant de donner son avis, c'est simplement demander en histoire d'énumérer ces possibilités de positionnement intellectuel ou politique, de dire qu'ils existent, d'expliquer pourquoi, sans prendre forcément un parti personnel, bien sûr.
Et puis donc il y aura une troisième échelle, c'est la gouvernance du monde, plus exactement la gouvernance de la mondialisation, puisque c'est pas le fonctionnement de l'ONU qui est le principal thème du chapitre, mais la gouvernance économique mondiale, et depuis les années 70 essentiellement. Alors, tant que le monde est dominé par la triade États-Unis, Allemagne, Japon, et plus largement par l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie de l'Est, eh bien, le principal instrument de gouvernance de la mondialisation, c'était évidemment le club des pays les plus riches du monde, G6, G7. Il s'est appelé G5 au départ, puis on est monté excusez-moi, à 8 membres quand les Russes étaient invités. Alors c'est un instrument inventé en France par le président Giscard d'Estaing, de coordination, un forum économique, mais qui n'a plus vocation aujourd'hui à piloter l'espace mondialisé, parce que il y a eu des changements géopolitiques majeurs, l'apparition de puissances émergentes telles que la Chine, qui font qu'il y a d'autres forums économiques comme l'Organisation de coopération de Shanghai, qui sont au moins aussi importants que le G7, et puis la légitimité du G7 ou de l'OCS pour parler au nom de la planète tout entière, ce n'est pas très évident. Alors la solution, encore une fois proposée par la France, du moins officiellement, c'était M. Sarkozy à l'époque, suite à la crise financière de 2008, c'était de transformer le G20, qui était un forum économique là encore, mais qui réunissait uniquement les ministres en charge des affaires économiques, en une instance de coordination aussi politique avec les chefs d'État et de gouvernement. Donc le G20 est censé aujourd'hui être ce qui ressemble le plus à un instrument de gouvernance de la mondialisation. Alors vous voyez, je parlais d'échelle de gouvernement, donc 3 niveaux différents, et puis je viens d'employer un autre mot qui est celui de gouvernance. Alors il va falloir expliquer ce que c'est que la gouvernance, qui est un peu un synonyme de gouvernement, et d'ailleurs qui est un mot de vieux français qui nous revient après un détour par l'anglais. Alors, avant d'évoquer la gouvernance, je voudrais signaler que, évidemment, pour qu'il y a un lien dans ce chapitre entre, premièrement, comment la France est gouvernée et administrée, et puis, deuxièmement, comment l'Europe est gouvernée et administrée, et puis, troisièmement, comment il y a ou pas un pilotage. Même si on fait une introduction, comme c'est le cas, comme c'est mon intention, disons, sur voilà, ce que c'est que la gouvernance, le leadership, etc., il faut sans doute introduire aussi l'idée que la façon de gouverner un État, une entité telle que l'Union européenne ou bien l'espace mondialisé, est forcément différente. En fait, la façon de gouverner un État, c'est ce qu'on appelle à proprement parler le gouvernement. Donc la façon de gouverner un État et l'instrument exécutif qui assure ce gouvernement s'appelle du même mot, gouvernement. Alors cette forme de gouvernement est une forme solide, puisque a priori un État avec ses fonctionnaires, ses lois, sa cohésion nationale, sa monnaie, a les moyens évidemment de se faire obéir. Autrement dit, quand on va étudier la façon dont on administre ces 3 échelles, on va parler de gouvernance solide pour ce qui est du gouvernement des États, du gouvernement de ce qu'on appelle les États-nations. Pascal Lamy, qui est un très haut fonctionnaire qui a dirigé l'OMC pendant longtemps, a considéré qu'on pouvait avoir 3 niveaux de gouvernement ou de gouvernance dans le monde, solide, liquide et gazeux. C'est une formule assez amusante qu'on peut essayer de retenir. L'État-nation est une forme solide de gouvernement. On peut difficilement échapper aux ordres, aux injonctions, aux incitations de son propre gouvernement. Bon, l'État-nation, c'est l'instrument peut-être le plus efficace de gouvernement. Il peut arriver cependant que cet État-nation soit défaillant, voire, Monsieur le Président de la République vient d'employer l'expression à propos de la Libye, un État-nation peut être failli. Ça veut dire qu'il est en faillite politique, qu'il ne se fait plus obéir. Mais normalement, on peut dire que le gouvernement d'un État est solide.
sauf pour les PME, par exemple, certains pays très très pauvres, où le gouvernement n'arrive pas à payer ses fonctionnaires, n'est pas obéi par son armée, et est en but à des rébellions locales. Ensuite, il y a un état de la gouvernance ou du gouvernement qu'on appelle liquide, parce que les États qui font partie de ces systèmes ont transféré une part de leur autorité à une instance qui pour autant manque de moyens directs de se faire obéir. Alors c'est ce qu'on peut appeler la gouvernance liquide, donc c'est ce qu'on peut considérer être le mode de fonctionnement, disons, de l'Union européenne par exemple. Une organisation qui manque, vous voyez, de fermeté, donc un État plus liquide, c'est-à-dire qu'en gros, par exemple, une directive européenne, pour être appliquée par vous ou moi, il faut qu'elle soit d'abord transposée dans le droit de notre État. Alors ça ne pose pas de problème au principe, puisque c'est les États qui, via les gouvernements, demandent à l'Europe de faire des directives, et ensuite les directives retournent vers les parlements, ils sont transformés en loi. Bon, un petit tour de passe-place politique qui peut permettre à des gouvernements de prétendre que l'Europe leur impose des choses, alors qu'ils sont à l'origine de la sollicitation de la Commission afin qu'elle émette une directive, mais la plupart du temps, les gouvernants, les parlements, les administrations appliquent bien sûr les directives qui viennent de l'Union européenne, donc c'est un peu lent, c'est un peu complexe, mais ça fonctionne. C'est un État liquide, avec des fonctionnaires européens quand même, qui ne sont pas supposés manquer de loyauté à l'égard de l'entité supranationale, quelle que soit leur nationalité propre. Et puis enfin, il y a ce qu'on appelle l'État gazeux, ce que Pascal Lamy appelle l'État gazeux, c'est le gouvernement ou la gouvernance des organisations internationales, soit par exemple des organisations intergouvernementales comme l'ONU. Alors l'ONU a un secrétariat général, bien sûr, des hauts fonctionnaires qui ne sont censés obéir qu'à l'ONU. Elle devrait avoir sa propre armée et son propre état-major, c'est pas tout à fait le cas. Mais enfin, vous voyez bien que l'ONU ne vaut que par les membres qui la constituent, que toutes les puissances ne sont pas égales entre elles, parce qu'il y a des membres permanents avec un droit de veto et des pays qui n'ont pas ce droit de veto. Surtout, il y a des pays qui sont des gros contributeurs, qui apportent une part importante du budget et qui, de facto, ont une influence beaucoup plus grande que les toutes petites nations. Et se faire obéir, quand on est soldat et quand on a un casque blanc, par exemple, sur le terrain, on sait très bien que c'est pas évident, parce que tous les belligérants savent que vous avez l'ordre de ne pas tirer, que vous représentez l'ONU et pas votre pays. Donc, on parle d'état gazeux de la gouvernance pour les OIG et peut-être plus encore pour les ONG, où il n'y a pas de vraie hiérarchie, puisque normalement, les États, par exemple, sont tous égaux. Il n'y en a pas un qui donne des ordres aux autres dans le cadre de l'ONU. Donc, ça fonctionne d'une manière plus souple, et il y a moins d'efficacité. Donc en gros, plus les problèmes sont importants, plus ils sont globaux, et moins le gouvernement est efficace. C'est ça qu'a voulu dire Pascal Lamy. Au niveau local, les États ont une administration solide. Au niveau international, les organismes tels que l'Europe, les marchés communs, les organisations de coopération régionale ont une gouvernance liquide. Et au plan mondial, on a des instances qui ont un gouvernement purement gazeux. Alors j'en viens à expliquer pourquoi on parle de gouvernance et pas de gouvernement. Quelle est la différence? Alors, la gouvernance, c'est l'action de gouverner, donc ça veut dire administrer et donner des ordres, mais c'est un terme amélioratif. Autrement dit, la gouvernance, c'est le fait de bien gérer une population ou une institution, de lui donner des impulsions valables. Donc ça veut dire que vous allez administrer la population ou l'institution avec efficacité, ou mieux encore avec efficience. Alors le terme efficience est beaucoup employé pour dire que l'efficacité doit être également une efficacité de moyens. Le fait, par exemple, de, je sais pas moi, être efficace dans la défense contre, par exemple, le Covid-19, peut s'apprécier en regardant le nombre de personnes soignées correctement, et donc en termes d'efficacité. Mais on peut aussi faire le ratio entre les résultats et les moyens mis sur la table. Alors la notion d'efficience, qui renvoie bien entendu au monde de l'entreprise, est appliquée aussi pour les États, pour toutes les structures d'autorité, à savoir est-ce qu'elles sont efficaces, est-ce qu'elles sont obéies, est-ce qu'elles ont des résultats, mais avec
mise en œuvre limitée de moyens, pas avec une débauche et une dépense publique excessive par exemple. Ensuite, l'efficience, c'est une efficacité aussi qui prenne en compte non seulement l'économie des moyens, mais les intérêts des populations administrées. Donc, évidemment, que si vous avez des résultats mais qui ne valent pas pour la population que vous administrez, qui ne sont pas utiles à la société que vous gérez, on ne parle pas d'efficience. D'accord? Donc on parlera de gouvernance pour désigner un gouvernement qui normalement est un bon gouvernement, efficace et prenant en compte l'intérêt des populations concernées, notamment parce que le coût de l'action publique, dont je vous parlais tout à l'heure, est supporté par la population. Alors, bien entendu que le terme est très positif, mais on fait quand même des pléonasmes. On parle de bonne ou de mauvaise gouvernance, et on parle d'améliorer ou pas la gouvernance de ceci ou cela. On peut parler de la gouvernance du système de santé, ou de la gouvernance d'un lycée, la gouvernance d'une entreprise, pourquoi pas la gouvernance d'une famille. Il n'y a que quand on a affaire à un État qu'on préfère parler de gouvernement. D'accord? Mais en fait, la gouvernance d'un État, c'est le gouvernement de cet État. Et le gouvernement d'une famille ou le gouvernement d'une institution quelconque, on parlera plutôt de gouvernance. Donc en gros, ce sont deux termes assez proches l'un de l'autre. Le terme de gouvernance étant moins spécialisé, mais renvoyant à l'idéal quand même d'un gouvernement de toute façon efficace, positif et répondant à des ambitions assez élevées. Donc le premier point, cette gouvernance est une notion complexe qui va s'appuyer sur 3 points. On va considérer qu'un gouvernement pour un État est très efficace et très efficient et, disons, mérite des éloges, bien que l'administration d'une entreprise ou d'une institution internationale est de bonne qualité, si ce gouvernement, cette administration, et vous voyez que le terme gouvernement et administration sont des synonymes possibles également. Pour désigner l'exécutif, nous disons le gouvernement. En Europe, les Américains parlent de l'administration. Et ils ne font pas la différence que nous faisons, nous, entre les élus du gouvernement et l'administration, les fonctionnaires qui travaillent pour ces élus, en partie parce qu'il y a le système des dépouilles en Amérique, qui fait que quand une administration nouvelle est élue, enfin plus exactement quand vous avez un gouvernement élu, par exemple M. Trump, qui arrive aux affaires, il reçoit la démission des fonctionnaires démocrates qui n'étaient pas ses partisans et nomme à leur place des fonctionnaires de son parti. Il n'y a pas l'idée de continuité de l'État comme en France notamment. C'est pour ça que nous répugnons à employer le mot administration comme synonyme de gouvernement ou de gouvernance. Parce que nous voulons montrer que les fonctionnaires sont censés être évidemment indépendants, objectifs, impartiaux et peuvent travailler pour un parti ou pour un autre. Mais ça n'en reste pas moins vrai qu'on peut très bien préférer au mot gouvernance ou gouvernement le terme d'administration et que ça renvoie à peu près quand même à la même chose. C'est pas la même... le mot est différent parce qu'on désigne des outils de nature différente, mais le fait même de bien gérer la population, de répondre à ses besoins, ça s'appelle bien du gouvernement ou de l'administration. Alors les 3 points qui sont importants, c'est, comme je vous le disais tout à l'heure, le leadership. Donc en histoire, c'est assez fascinant, l'histoire du leadership, puisque vous voyez que le mot est anglais. Leader, ça veut dire personne qui guide, chef. Donc le leadership, c'est le fait d'avoir les qualités du chef. Ça peut faire peur, parce qu'on voit qui s'est intitulé chef ou guide dans l'histoire. Le duce, celui qui conduit en Italie, le conducatore en Roumanie, le Führer en Allemagne, le grand timonier en Chine. Alors, leadership, c'est censé être un mot plus doux. Les États-Unis, notamment, pensent qu'un leader n'est pas un chef autoritaire qui inspirerait le respect automatique et la crainte aux autres. Le leadership, c'est la qualité d'une personnalité qui fait consensus parce qu'il incarne bien l'institution qu'il administre. Et donc, ça veut dire qu'il
il n'est pas seulement le pouvoir légal, désigné ou élu, mais il est le pouvoir légitime, parce que nul autre que lui ne serait mieux placé pour parler au nom de l'institution tout entière. Donc quand on parle du leadership, ça peut être le leadership d'un homme ou le leadership d'une femme ou celui d'un groupe dirigeant. C'est le fait que l'autorité est détenue par des gens qui représentent bien l'ensemble de l'entité qu'ils administrent. Et pour avoir un bon leader, il faut avoir ce qu'on appelle souvent une vista en français, c'est-à-dire avoir des objectifs à long terme qu'on est capable évidemment de formuler pour soi-même et pour les autres, qu'on est capable d'expliquer aux autres. Par exemple, un chef de gouvernement peut vous demander des efforts, une augmentation des impôts, par exemple, s'il est capable d'expliquer aux gens que ça va être utile, que c'est pour obtenir un résultat assez élevé, et s'il est soutenu par sa population, il peut y arriver. Vous voyez, à titre d'exemple, c'est pas François Hollande, par exemple, voulait augmenter les impôts sur les très riches pendant une période transitoire de quelques années afin d'obtenir une meilleure redistribution des richesses. Il n'a pas été en position de convaincre les contribuables concernés que c'était une bonne décision. Et finalement, il n'a pas pu l'imposer puisque le Conseil constitutionnel a considéré que c'était pas possible. Si on prend Theodore Roosevelt, lui, il a souvent pas Theodore, mais Franklin Delano Roosevelt, pardon, président des États-Unis, il a souvent dans les années 30 imposé dans le cadre du New Deal des réformes que la Cour suprême des États-Unis refusait, mais qui ont été imposées quand même parce que la population a fait confiance au président et que le président a fini par surmonter les objections des juges et des corps constitués et les réticences des politiciens. Donc voilà, le leadership, c'est ce qui permet vraiment de gouverner dans le temps, parce qu'on a le soutien de la population ou des administrés, et on a ce soutien parce qu'on représente l'institution. En quelque sorte, on lui sert de guide, c'est pour ça qu'on emploie le terme leader, to lead, hein, c'est guider. On oriente l'institution en lui assignant des buts, et on est capable de convaincre que cette vision qu'on a de l'avenir est la meilleure, qu'elle est non seulement bonne, mais atteignable. C'est-à-dire qu'il y a la question non seulement des idéaux qu'on poursuit, mais surtout du caractère pratique. Est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est réaliste? Et donc le bon leader, c'est quelqu'un qui a une vision d'avenir, qui peut inspirer aux gens des projets vraiment tout à fait étonnant, mais qui a la faculté, la capacité de présenter ses projets, ses ambitions comme étant à la portée de l'institution qu'il défend. Par exemple, quand John Fitzgerald Kennedy dit on va aller sur la Lune, bon, à l'époque c'est un défi technologique très très complexe, mais il arrive à persuader les États-Unis que c'est possible, et de facto, les États-Unis l'ont fait. De même, quand il parle de nouvelles frontières, qui n'est pas celle du Far West, mais de la disparition qu'il doit y avoir en Amérique entre les riches et les pauvres, une inclusion plus forte des Noirs, des choses comme ça, eh bien, il fait cette déclaration pour indiquer en quelque sorte quel est l'avenir qu'il souhaite pour la société américaine. Vous voyez qu'il il est suivi, et malgré les réticences énormes de la population et des institutions. Et d'ailleurs, c'est après son décès que son frère, ministre de la Justice, fera beaucoup pour intégrer les populations afro-américaines dans la nation, et qu'il y aura une politique de droits civiques vraiment efficace. Donc voilà, un leader. Je vais donner un exemple américain, Kennedy, j'en avais donné un autre tout à l'heure, Roosevelt. On pourrait citer De Gaulle, si on voulait un exemple français, récent, ou relativement récent. Ce sont donc des dirigeants qui se font une certaine idée du destin de leur pays, par exemple, et qui arrivent à convaincre une majorité que cette vision du monde, elle est possible. Donc un grand leader, c'est quelqu'un qui peut s'appuyer sur une idéologie ou être plus pragmatique, c'est pas tellement la question, mais qui dessine un avenir en quelque sorte, un avenir qui devient accessible aux gens qu'il dirige, parce qu'il est convaincant. Il arrive à inspirer la confiance dans sa propre personne, mais aussi dans le projet qu'il défend. Et donc voilà, le leader, c'est quelqu'un qui a une vision à long terme,
et qui arrive à faire que ses administrés le suivent sans contrainte, adhèrent à son projet. Donc le leadership est une caractéristique normalement assez démocratique. Les États-Unis aiment à dire que l'empire américain, qu'on a souvent critiqué, n'est pas un empire parce que les États-Unis n'obligent personne à être leurs alliés. Les États-Unis sont séduisants. Les États-Unis représentent l'avenir du monde et donc spontanément, la plupart des nations ont envie de ressembler aux États-Unis ou d'être alliés des États-Unis. Il n'y a pas de contrainte dans les alliances américaines avec le reste du monde. C'est pas la Russie soviétique qui envoie des chars à Budapest, hein, c'est les États-Unis qui acceptent par exemple que la France se retire de l'OTAN. Alors, je ne vous dis pas que tout ça est vrai, mais la conception que l'États-Unien moyen a du rayonnement de son propre pays, et ne parlera pas de rayonnement d'ailleurs dans son cas, de son influence, sa puissance, c'est un soft power, c'est-à-dire un pouvoir doux qui repose surtout sur cette capacité d'entraînement qu'a l'Amérique, sur son leadership. Donc aujourd'hui, on va, quand on essaiera d'évaluer par exemple une institution quelconque ou un gouvernement, évoquer le leadership de ses dirigeants, de sa classe politique. Et en ce moment, on fait plutôt une lecture assez pessimiste de cette question, parce qu'on parle de crise de la représentation de plus en plus aiguë. Ça veut dire que les élus du peuple sont considérés par le peuple comme mauvais. Néanmoins, c'est le peuple qui les a élus. Donc, il y a une contradiction. Pourtant, il est manifeste que nous manquons actuellement d'une génération de dirigeants qui auraient beaucoup de leadership. On voit que, par exemple, en Allemagne, Madame Merkel a eu du leadership, mais elle s'en va, elle n'est pas encore remplacée. Et donc, il est un peu trop tôt pour voir si M. Macron parviendra à incarner un leadership dans la durée. C'est pas du tout certain. Donc voilà, en histoire c'est plus facile parce qu'on a le recul de faire le tri entre les dirigeants qui ont été capables ou pas d'impulser des politiques à long terme. Alors le deuxième point important pour une gouvernance qui en soit une, c'est-à-dire un bon gouvernement, c'est la légitimité. Alors, vous voyez qu'il y a un rapport étroit avec le leadership parce que c'est une des conditions pour exercer un leadership, c'est d'être légitime. Alors il faut donc que la personnalité ou le groupe dirigeant ne voit pas son rôle remis en cause. Il faut que ce soit indiscutable, que le dirigeant soit le dirigeant parce qu'il est lui. Alors, on n'est pas dans la monarchie absolue de droit divin, ça veut dire qu'en gros, les dirigeants doivent être désignés par les administrés, doivent être élus, et à ce titre-là, ils vont bénéficier de l'autorité au sens latin du terme, l'auctoritas. Ça veut dire que ce n'est pas une question de pouvoir. Le problème du bon dirigeant, plutôt c'est sa qualité. C'est pas qu'il a une liste impressionnante de prérogatives, il aurait le droit de vous dire de faire ci, de faire ça, etc. Non, l'autorité, c'est le fait que personne ne discute votre position éminente. Et donc, la légitimité des dirigeants repose sur des élections, par exemple, qui soient transparentes, sur un vrai pluralisme, sur une liberté de la presse, sur la conviction que les élections sont libres et qu'elles n'ont pas été influencées. Vous voyez, pour prendre un exemple très contemporain, l'élection de Donald Trump fait l'objet de débats aux États-Unis, puisqu'on soupçonne la Russie d'être intervenue dans la coulisse pour nuire à la candidate Hillary Clinton. Et donc, en gros, il se dit que Trump a été élu, sans doute, grâce à un coup de pouce du Kremlin. Alors, soit que les Russes aient pensé qu'ils s'accommoderaient de Trump et qu'ils auraient de bonnes relations avec lui, ça n'a pas l'air d'être vraiment le cas, ou bien parce qu'ils ont pensé que ce ne serait pas un très très bon président et que ça affaiblirait du coup le rayonnement des États-Unis, donc ça leur serait profitable à eux. On n'en sait rien. Bon, il n'y a pas encore eu de décision de justice définitive pour dire si cette intervention du Kremlin, indirecte ou directe, a vraiment existé. Mais ce qui est certain, c'est que le fait même qu'il y ait des doutes sur cette question, qu'il y ait une procédure de destitution, d'impeachment qui a été engagée, ça nuit à la légitimité de Donald Trump. Donald Trump
n'apparaît pas comme l'élu de tous les États-Uniens pour certains Américains. Notamment parce que vous savez qu'il a été élu avec une minorité de voix. C'est-à-dire que plus d'États ont été en sa faveur qu'en faveur de son adversaire, mais il a eu moins de voix. Donc ça le rend assez peu légitime. Alors, ça ne veut pas dire que sa présidence soit illégale, mais il n'incarne pas spontanément l'autorité. Alors peut-être que au bout de quelques années d'exercice du pouvoir, il prend un peu plus les allures du chef de la démocratie américaine. Et on va voir s'il arrive à se faire réélire. Ce qui est normalement le cas aux États-Unis. Un président qui n'arrive même pas à se réélire est vraiment très mauvais. Normalement, aux États-Unis, on fait 2 mandats. Donc c'est assez différent du système français où les sortants sont souvent sortis. Mais par contre, aux États-Unis, normalement, le président est réélu et du coup, ce président réélu est plus légitime dans son deuxième mandat que dans le premier. Il finit par incarner davantage toute la nation. On peut faire un parallèle avec M. François Mitterrand en France, qui était le candidat de la gauche en 81, de la gauche qui avait battu la droite, donc le candidat d'un parti, on peut dire, peut-être contre un autre, et donc qui a eu du mal à se faire accepter par ses adversaires politiques jusqu'en 86, et qui a dû cohabiter à partir de 86. Bon, on sait que lors de son deuxième mandat, quand il est réélu en 88, il incarne davantage ce qu'il a appelé lui-même la France unie. Et il sera beaucoup plus légitime comme président, même si en contrepartie, il sera moins actif et qu'il laissera gouverner ses opposants pour une deuxième cohabitation à partir de 93. Bon, vous voyez que quelque part, la légitimité du dirigeant a tendance assez curieusement à se renforcer au fil du temps, puisqu'on prend l'habitude en quelque sorte d'avoir affaire à ce dirigeant, et en même temps, si ça dure trop longtemps, à s'éroder, parce qu'il y a ce qu'on appelle l'usure du pouvoir. Dans un autre genre, vous avez Poutine. Poutine qui est très populaire en Russie, dont le parti a toujours truqué finalement les élections, on ne sait pas trop pourquoi, parce qu'il était populaire et suffisamment pour être élu de toute façon. Bon, et qui, à force de durer au pouvoir, commence à montrer des signes d'érosion. Il y a une partie des Russes qui sont un peu las de sa présence. Alors, un peu là ou un peu lassés. Donc nous avons, vous voyez, la question de la légitimité qui est liée normalement à la notion de démocratie. Donc le dirigeant légitime, c'est celui qui est désigné par les autres ou accepté par eux, et pas quelqu'un qui est imposé de l'extérieur ou par la force. Bon, la sincérité du dirigeant, la confiance qu'on a envers lui, la confiance qu'on a envers cette sincérité sont très importants. C'est pour ça qu'il faut être légitime. Et c'est pour ça que les contradictions en politique, en démocratie, posent problème. Si vous vous posez en défenseur de l'ordre moral et que vous avez une double vie, c'est toujours gênant. On a des exemples récents en France de personnes, de personnalités importantes qui ont eu des difficultés médiatiques et qui ont perdu des élections parce que leur personnage public ne correspondait pas à ce qu'ils étaient véritablement. Et donc, il y avait un doute sur la sincérité du personnage. Alors, on n'est pas aux États-Unis, ça ne va pas jusque-là, mais ça compte quand même beaucoup. On a eu que si un président mentait à sa femme, il mentirait aussi à la nation, donc c'était un traître et il pouvait être accusé de haute trahison ou de forfaiture. Bon, il y a eu des procédures de destitution qui ont été amorcées contre Bill Clinton parce qu'il avait des aventures sexuelles. Donc, on est assez loin quand même de la bonne ou mauvaise gestion de l'État. La question qui se posait pour les États-Unis, c'était, pour l'Américain moyen, c'est ce président est-il légitime parce que visiblement c'est un menteur. Peut-on faire confiance à un président qui ment? Alors vous voyez qu'il y a une posture un peu morale dans cette histoire de gouvernance, que l'inspiration est anglo-saxonne et vient du monde de l'entreprise, et que bon, c'est un peu en rupture avec certaines traditions politiques européennes. En même temps, ça évolue tout le temps, puisque vous voyez qu'aux États-Unis, par exemple, la caution morale qu'on demandait aux dirigeants, bon, elle semble vraiment moins nécessaire aujourd'hui. Donald Trump, par exemple, est assez provocateur et bon, est assez loin du politiquement correct qui vise à aménager la sensibilité de tout le monde pour être légitime. Pas du tout. Il ne le fait pas. Alors le troisième point, peut-être le plus essentiel pour une bonne gouvernance, c'est d'être performant.
Autrement dit, d'avoir des résultats. C'est pour ça que, vous voyez, on est bien dans la culture de l'entreprise, dans la culture des résultats. Voilà. Si j'ai moins de chômeurs, ça prouve que ma politique marche. Voilà. Si j'ai tel ou tel avantage matériel à présenter à la population, si je donne tant de dividendes à mes actionnaires, c'est que je suis bon. Donc la culture des résultats et de la performance, hein, c'est très important. Alors en termes politiques, ça nous renvoie à ce que je disais tout à l'heure sur l'efficacité de l'action publique, efficacité qui doit être en termes de moyens, donc une efficience, et également sur la performance, il y a la question de la bonne administration. Et c'est pour ça que vous avez sempiternellement le débat sur la réforme nécessaire de l'État et de la fonction publique, et des débats non seulement sur le périmètre de ce qui doit être confié à l'État et de ce qui doit être réservé à l'initiative privée, mais aussi sur la façon dont les institutions publiques doivent être gérées. La performance, c'est ce qui a conduit par exemple à donner un budget à une école ou à un hôpital et à lui dire à l'hôpital ou à l'école, voilà, tu ne dépasseras pas cette enveloppe cette année. Et c'est à partir de là qu'on ne peut pas forcément créer de poste pour telle ou telle option parce qu'il n'y a pas assez d'élèves, ou bien il faut choisir entre dédoubler les cours de telle matière ou de telle autre, voilà, ou bien il faut ouvrir un service de réanimation ou pas dans tel ou tel hôpital, ou bien il faut fermer une maternité parce qu'elle n'est pas assez rentable. Alors, ça ne veut rien dire rentable. Ça veut dire simplement qu'elle demande trop de dépenses par rapport à l'enveloppe qui a été allouée par l'organisme centralisateur. Le but étant d'être plus efficace et d'optimiser, c'est le terme qu'on emploie, les institutions. Donc, dans la notion de gouvernance, maintenant on me pose la question, il y a la question du leadership, donc la capacité du chef, des chefs, à être écouté et à se faire entendre et à être suivi. Il y a la légitimité, c'est la capacité pour la personnalité et le groupe à être considéré comme le chef à bon droit, comme le détenteur de l'autorité, d'une autorité qui ne serait pas usurpée, un détenteur d'une autorité méritée. D'ailleurs, vous voyez aussi, c'est pour ça qu'il y a des débats sur la compétence des politiques, qu'il y a des écoles et des diplômes de politiciens aujourd'hui. Et il y a un dernier point qui est donc la performance, c'est-à-dire en gros l'efficacité du système. Bon, donc la gouvernance est une notion assez complexe. Il faudrait quand même que vous l'assimiliez, parce que comme cela, si vous avez un sujet, que ce soit sur l'Europe, sur la gouvernance économique mondiale ou sur la France, à chaque fois, vous pouvez réintroduire à un moment ou à un autre, est-ce que je trouve dans le système que j'étudie un leadership qui fonctionne bien, une légitimité des dirigeants et une bonne performance. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est, en deuxième point dans le chapitre, de prendre quelques exemples donc d'hommes politiques et de systèmes politiques. Enfin, plus exactement, on va prendre le système des États-Unis. Alors, on l'a déjà fait, mais on pourra y revenir. C'est une démocratie de type présidentiel. Donc, vous vous souvenez qu'on élit un président au suffrage universel, même si c'est par l'intermédiaire de grands électeurs, que ce président est à lui tout seul le gouvernement, que ce gouvernement n'est pas responsable devant le Parlement, mais devant le président lui-même, ce qui explique pourquoi vous n'avez pas aux États-Unis de ministres, de représentants, donc du président, qui irait devant le Parlement. Ça ne sert à rien, mais des secrétaires d'État. Alors, ça ne veut pas dire que le Parlement ne peut pas agir sur ce gouvernement, hein, et le Parlement est consulté au moment de la désignation des ministres. Et si vous nommez ministre de la Santé une amie personnelle, mais qui n'est pas compétente, le Parlement peut s'y opposer. Par contre, une fois que vous avez constitué votre équipe, quand vous êtes le président des États-Unis, le Parlement n'est pas censé demander la démission de tel ou tel ministre. Et il ne peut pas non plus demander la démission du président lui-même. Donc c'est un système présidentiel avec un pouvoir exécutif assez fort, hein, le président et son gouvernement, et un pouvoir législatif, c'est-à-dire un congrès, qui lui aussi est assez fort, ce qui est
vraiment le trait dominant. C'est pas la faiblesse de l'un ou de l'autre, c'est l'incapacité à agir l'un contre l'autre. L'impossibilité de démissionner le président et l'impossibilité pour le président de renverser le gouvernement, c'est-à-dire le président. Donc pas de dissolution possible par le président du Congrès et pas de possibilité pour le Congrès de faire pression sur le président, ce qui fait que le président est vraiment l'organe central des institutions. C'est pour ça qu'il est élu sur un ticket. Il a un vice-président pour le remplacer, au cas où. Et si le vice-président lui-même est empêché ou décède ou est malade, que sais-je, en cours de mandat, il est remplacé par le président de la Chambre. Ça s'est passé avec Gerald Ford, par exemple, qui avait s'est retrouvé vice-président par défaut, qui a été du coup bombardé président des États-Unis, mais qui n'a pas pu être réélu. Ce qui est la preuve qu'aux États-Unis, on est facilement réélu, mais quand même pas. C'est pas garanti. Donc dans le deuxième point, je voudrais qu'on regarde le système américain, mais qu'on prenne des exemples lointains. Donc plutôt que Nixon, Kennedy, on pourra y faire allusion parce que ça vous dira des choses, c'est assez récent. Ou même Reagan, vous voyez, qui au départ n'est pas légitime parce que c'est un comédien de seconde zone qui est snobé par la sphère intellectuelle aux États-Unis, mais qui a un vrai leadership qui finit par s'imposer. Eh bien, on va prendre des exemples donc dans le passé. Donc, je vous ai donné un exercice à faire pour, non pas cette semaine, mais la semaine d'après, donc juste avant de partir en vacances. Et donc, ce sera à rendre pour jeudi 16 avril au plus tard. Et si on fait une petite conférence 2 jours avant, le mercredi à 9 h, et que vous êtes en train de faire l'exercice ou que vous l'avez terminé, on pourra en parler. Alors, cet exercice, voilà, nous permettra, vous voyez, de réfléchir à la sortie de l'isolationnisme par les États-Unis. Alors, les États-Unis sont un pays qui, par tradition, a une politique étrangère, en Europe en tout cas. Ça vient du désir de George Washington, le fondateur, et des pères de la nation américaine en général, de ne pas être impliqués dans les conflits en Europe. Au départ, c'est des conflits entre les Français qui ont aidé les États-Unis à faire leur indépendance contre les Britanniques. C'est quand même la nation dont les Américains se sentent aussi les plus proches. Et ensuite, c'est des conflits entre les États-Unis et la France, qui sont des pays proches par le cœur, mais qui ont des intérêts contraires aux États-Unis, qui sont des rivaux. Des conflits donc entre les Français, les Anglais et les Allemands, alors qu'il y a beaucoup d'Allemands qui ont fait souche aux États-Unis. Donc, des raisons objectives qui font que les Américains n'ont pas envie de s'immiscer dans les problèmes de l'Europe. Et d'ailleurs, ils n'ont pas beaucoup de forces militaires avant la Première Guerre mondiale. Alors, il y a 2 présidents des États-Unis qui vont nous intéresser particulièrement, c'est Wilson et Roosevelt, puisque ce sont ces 2 présidents-là qui ont décidé que l'Amérique ne pouvait plus être neutre, mais devait intervenir dans les affaires du monde, donc dans les affaires de l'Europe, qui n'est pas encore unie, c'est tout le problème d'ailleurs à l'époque. Alors, je vous ai mis un document, enfin 2 documents, sur la situation dans les années 40, où on voit des mouvements aux États-Unis qui refusent l'idée de s'impliquer dans la Deuxième Guerre mondiale. Alors il faut dire que l'épisode de la Première Guerre mondiale n'a pas été extrêmement positif pour l'opinion publique américaine. Beaucoup de morts américains en Europe pour un résultat évidemment assez décevant. Et mettez-vous à leur place. 20 ans après, une Deuxième Guerre mondiale entre les mêmes belligérants. Donc effectivement, c'est pas extraordinaire. Et il y a un deuxième texte, qui est un texte de Roosevelt, qui n'explique pas pourquoi Roosevelt veut sortir de l'isolement ou du neutralisme, parce que c'est un texte qui intervient après que les États-Unis soient entrés en guerre. Mais ça explique les buts de guerre des États-Unis, et c'est un moyen direct de pouvoir voir, de votre point de vue, si l'impulsion qu'a donnée Roosevelt a été décisive, s'il a été suivi par ses successeurs, autrement dit, s'il a vraiment fait preuve de ce fameux leadership. Alors, je ne vous cache pas que c'est assez facile de voir qu'effectivement, la rupture que représente le gouvernement de Roosevelt dans la politique étrangère des États-Unis est une rupture à long terme. Elle n'a pas été tellement remise en cause jusqu'à une période très récente, et disons au moins jusqu'à la fin de la guerre dite froide. Voilà. Alors, je ne vais pas tout dire de ce document, parce que sinon, je ferai l'exercice à votre place. Mais disons qu'en fin de semaine prochaine, je vous mettrai donc dans le cahier de texte, en plus du résumé du cours qu'on a fait aujourd'hui, un cours sur
le leadership, la légitimité et la performance de l'administration Wilson et de l'administration Roosevelt dans leur capacité à sortir l'Amérique de l'isolationnisme. Si vous voulez, on pourrait prendre un autre exemple, c'est la capacité des présidents états-uniens à assurer l'égalité des droits civiques. Et là, on pourrait mettre en parallèle Kennedy, Johnson et peut-être Obama. Voilà, ce serait assez amusant à faire, mais je ne suis pas sûr qu'on ait vraiment beaucoup de temps. Voilà, et donc après les vacances, on devra terminer le chapitre de géographie donc sur l'Afrique comparée à l'Asie. On n'a pas fait l'Asie. Il faudra aussi, bien entendu, peut-être en premier lieu, terminer tout ce long chapitre d'histoire, puisqu'on aura successivement la France, l'Europe et la mondialisation à évoquer. Voilà, écoutez, je vous laisse. Nous avons alors à nous mettre d'accord sur les moyens à utiliser pour faire une conférence. Je vois ici que certains d'entre vous ont des bugs à la diffusion en direct. Donc il faut craindre que si nous soyons en mode visioconférence, ça ne soit pas mieux. Alors j'ai prévu de ne pas faire les cours du lundi prochain en direct, puisque c'est le lundi de Pâques, et de vous proposer donc une visioconférence, je pense jeudi après-midi, à l'heure où d'habitude on a cours en classe ensemble. Je ne sais plus si c'est mardi ou jeudi. Mais enfin bon, je vous inviterai, je vous enverrai un lien, soit par Webex, soit par Zoom, soit par le CNED. Je n'ai pas choisi mon application parce que les collègues sont pas très en situation de me dire ce qui marche le moins mal. Voilà. Bon, écoutez, bon courage et essayez donc de vous mettre à cet exercice, à ce formulaire 3. Moi, je pense que, y compris dans le contrôle continu, rien n'empêche de mettre des notes issues de la période de confinement, si c'est des notes de participation facultatives et uniquement retenues si elles avantagent le candidat, si elles avantagent l'élève. Donc, vous ferez d'une pierre deux coups, vous préparez un exercice qui peut ressembler à ce que vous aurez à faire au retour en classe, et puis vous marquez quelques points. Voilà, puis ça vous oblige à bosser aussi, parce que juste regarder une petite vidéo, ça ne mobilise pas votre cerveau. Là, si vous essayez de répondre aux questions qui sont posées dans le formulaire à propos de ces deux textes, vous aurez fait, mine de rien, une analyse de documents, une analyse de 2 documents même, qui est un exercice pas si facile que ça, et en même temps pas insurmontable, je pense que vous pouvez vous en tirer. Bien, écoutez, bon confinement, bonne journée, et on se tient au courant donc la semaine prochaine pour faire, plutôt qu'un flux vidéo unilatéral comme on a fait jusqu'ici, une petite conférence où là, on pourrait discuter autour d'un document et vous pourriez aussi préparer des questions que vous auriez à poser sur tel ou tel point du cours qui vous paraît obscur. Allez, bonne journée, je vous laisse parce que j'ai encore, oui, les secondes à entretenir d'ici 5 minutes. Au revoir et portez-vous bien tous et toutes.